Il était poète à ses heures, disant à sa femme en émoi: tu es belle comme un dinosaure, tu ressembles à Lolo Brigida. Si tu veux voir des cartes postales, viens dans ma caverne tout là-haut. Je te ferai voir mes peintures murales, on dirait du vrai Picasso. L'homme de croc, l'homme de mar... Bienvenue pour l'épisode 2 de la véritable histoire de l'humanité. Il est chaudement recommandé d'avoir vu l'épisode 1 en guise d'introduction pour se mettre les idées bien en place. Dans la présente vidéo, nous allons voir, à la lueur de l'objectivité que toutes ces femmes féministes en sciences humaines ont pu apporter, si cette comptine concernant l'homme de Cro-Magnon, que l'on chante encore, revêt une quelconque réalité objective préhistorique. Allez hop, c'est parti. A story beyond our control. Stories can be put down with steel. History is littered with fools who believe the very same. Control a story, control the world. Ça tombe bien que ce soit un homme noir détenant un grand pouvoir qui s'exprime dans la petit extrait précédent. Parce qu'en effet, la première vérité qu'il faut établir, c'est que l'humanité préhistorique du Paléolithique, qui est sortie de sa savane africaine, on ne sait pas trop quand, parce qu'on était à moins 100 000 ans, mais bon, là maintenant, on est à moins 450 000 ans pour le plus vieux squelette de Sapiens trouvé, donc prenons des gants, hein. Mais bon, il est sorti de la savane africaine, ça c'est une certitude, et donc, on a des individus noirs, aux yeux clairs, même en pleine période glaciaire, même jusqu'en Russie. Et donc, Lady Sapiens, c'est pas une crinière à la Lolo Brigida qu'elle a, c'est plutôt des dreadlocks. Parmi plein d'autres sources, la principale sur laquelle je me suis basée pour cette vidéo, c'est toujours l'ouvrage Féminicide, une histoire mondiale, dirigé par Christelle Tarot. Il s'agit d'un ouvrage d'histoire collectif sur les 5 continents et 50 000 ans d'histoire. Et du coup, le premier chapitre est consacré au Paléolithique et par un très bel article rédigé par Claudine Cohen. Comme nous l'avons très bien expliqué dans l'épisode 1, pour découvrir la vérité, la réalité préhistorique de notre espèce, il a fallu attendre la très récente spécialisée archéologie du genre, qui permet de réexplorer de manière plus objective et rationnelle tous les chantiers de fouilles archéologiques réalisés précédemment, donc depuis le XIXe siècle, où on a assumé que toutes ces sépultures du Paléolithique richement parées et pleines d'offrandes appartenaient qu'à des hommes. Donc ce qui relance absolument tout concernant les sociétés du Paléolithique, c'est la question du guillemet homme de Menton, découvert donc dans le sud de la France en 1870. C'est une sépulture datée du Gravecien, donc on est au milieu du Paléolithique supérieur, au plus fort de la période glaciaire. Je sais que je vais le répéter souvent dans cette série de vidéos, mais parce que c'est, me semble-t-il, une information cruciale. L'individu inhumé dans cette grotte du Cavillon a un squelette extrêmement robuste, une musculature puissante. Il a été immédiatement conclu qu'il s'agissait d'un homme. Un siècle et demi plus tard, quelques femmes, anthropologues, archéologues, examinent ce squelette, remarquent notamment que le bassin quand même paraît plutôt féminin. Tout le monde évidemment leur rigole au nez et il faut attendre des tests ADN pour confirmer qu'il s'agit d'une femme. Noire, aux yeux clairs, ayant eu plusieurs enfants et décédée probablement pendant son sommeil vers l'âge de 35 ans. L'homme de Menton a donc été renommé la Dame du Cavillon. Mais cette première découverte avait entraîné toute une série d'autres découvertes du même type à la frontière franco-italienne. Donc des sépultures abritant un personnage très robuste, paré de coquillages et d'offrandes, ayant fait l'objet d'un rite funéraire complexe et luxueux. Il s'agit donc d'un personnage très important. Et en premier lieu, bien sûr, il avait été assumé que toutes ces sépultures abritaient des hommes. Un siècle et demi plus tard, on sait maintenant que un peu moins de la moitié de ces sépultures abritent en réalité des femmes. Je vous mets en description le lien vers un documentaire dédié à la Dame du Cavillon, mais qui explore en fait d'une manière plus générale ce qu'on appelle la civilisation gravecienne. Notamment est évoquée la sépulture multiple du site de Sangir en Russie, dont je parle un peu plus loin dans la vidéo. Concernant la civilisation gravecienne qui était établie dans le bassin méditerranéen, on a observé les mêmes déformations au niveau de l'humérus,
chez les hommes et chez les femmes, ce qui implique que, en tous les cas, pour ce qui concerne ces populations-là, autour du bassin méditerranéen, il semble que les femmes participaient à la chasse autant que les hommes. Ce n'est pas vrai partout, hein. L'une des raisons qui explique l'erreur d'attribution sexuelle de sépulture du Paléolithique, c'est qu'au Paléolithique, le dimorphisme sexuel est très peu marqué. Il l'est en tous les cas beaucoup moins que par la suite au Néolithique, ou tel qu'on peut l'observer encore aujourd'hui. Le dimorphisme sexuel, c'est l'étude de l'ensemble des différences morphologiques entre les deux sexes. Donc c'est très compliqué. Mais pour ce qui concerne le dimorphisme sexuel de taille, portant sur la stature d'un individu à l'âge adulte, c'est l'anthropologue Priscille Touraille qui a consacré tout son mémoire de thèse de doctorat. Le livre qu'elle a publié, issu de sa thèse de doctorat aux éditions de la Maison des sciences de l'homme, elle l'a intitulé donc Homme, grand, femme, petite, une évolution coûteuse. Et c'est la question que nous allons bien explorer dans la prochaine vidéo qui portera sur le néolithique. La chaîne YouTube Game of Earth, dont je vous mets un lien en description, a fait une excellente vidéo résumant les travaux de thèse de doctorat de Priscille Touraille. Qu'il ne s'agit pas d'un fantasme féministe déconnecté de la réalité biologique. Non, non, la thèse de doctorat se base précisément sur la biologie. Le travail de cet anthropologue, comme tout bon travail de thèse de doctorat, commence par une énorme revue de questions bibliographiques, et donc elle s'est appuyée sur la génétique, la biologie de l'évolution, l'écologie comportementale, la sociobiologie culturelle, l'anthropologie biologique et l'anthropologie sociale. Et donc là, comme vous avez déjà mal à la tête, je vous rappelle que la série Grand Petite, qui est toujours, je pense, en ligne sur ma chaîne, fait le tour de toutes ces spécialités sur lesquelles Priscille Touraille s'est appuyée pour émettre son hypothèse. Cette thèse de doctorat a été réalisée sous la direction de Françoise Héritier. Priscille Touraille a bénéficié de toute l'expérience de Françoise Héritier sur des sujets comme ceux-là, dans le domaine de l'anthropologie et de l'archéologie. C'est certainement la raison pour laquelle on est allé chercher bien au-delà de la seule anthropologie ou des seules sous-spécialités de l'anthropologie pour appuyer une hypothèse dans des milieux aussi sexistes que sont tous les domaines de recherche dans ce pays, que ce soit les sciences humaines ou en sciences. Moi, je me suis pas fait le modèle sciences dures, donc je sais de quoi je parle. Et si on arrive déjà jusqu'à la thèse de doctorat et jusqu'à soutenir un mémoire, c'est que c'est béton, hein. Nous n'avons pas d'autre choix en tant que femmes pour imposer nos idées qui sont bien meilleures que celles de ces messieurs, que d'être bien meilleures que ces messieurs, de sorte qu'il n'est rien d'autre à faire que la boucler et nous écouter. Donc, les fausses féministes évolutionnistes, telles que Peggy Sastre, qui se font d'une tribune avec un contenu argumentaire nul pour attaquer de tels travaux, peuvent aller se rhabiller. Quelle légitimité a-t-elle? Elle n'a pas fait de thèse de doctorat, et quand bien même à la limite on s'en fout, elle fait juste preuve de manque d'intégrité intellectuelle dans la mesure où elle est clairement pas allée lire cette thèse de doctorat qui a fait le tour de la question de la génétique et de la biologie évolutionniste, ainsi chère à Madame Sastre. Donc en fin de compte, à part servir de paillasson et de trampoline au discours masculiniste ambiant qui s'organise contre ces nouvelles découvertes, contre la vérité et la réalité, parce qu'il faut voir le torrent d'insultes qui s'est déversé sur Françoise Héritier à l'occasion de son décès. Ces messieurs masculinistes, qu'est-ce qu'ils ont comme légitimité? Apparaître des hommes, ils en ont aucune. Hein, mais c'est pas grave, ils parlent, ils s'expriment, ils font l'histoire, ils tentent d'imposer leur récit, celui qui leur convient, celui qui ne doit pas changer. Hein, et c'est sûr, ils font beaucoup plus de vues que moi-même. Mais bon, on le connaît, le parcours en 3 étapes de la vérité, qui est d'abord ridiculisé, puis combattu et ensuite considéré comme ayant toujours fait partie du royaume de l'évidence. Bon, le biais cognitif évolutionniste touche pas que les hommes, il y a aussi des nanas, et elles sont super dangereuses, franchement. Pour en revenir à mon sujet sur toutes ces erreurs d'attribution sexuelle de sépulture du Paléolithique, il est bien évident que ces erreurs commises par des générations
d'anthropologues, archéologues, etc., masculins, sont bien liés à un biais sexiste et à un biais évolutionniste. Ces deux biais, je les explique dans l'épisode 1 de la mini-série, et qui conduisent donc des chercheurs masculins à ne même pas s'interroger lorsqu'ils considèrent un squelette ayant une robustesse équivalente à nos athlètes de compétition aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent à aucun moment envisager, dans leur représentation et leur biais sexiste et évolutionniste, que les femmes n'aient pas toujours été ce qu'ils pensent être, de pauvres petites choses fragiles. Alors, quelle est la portée de telles découvertes? Eh bien, c'est qu'il faut revoir complètement notre copie sur les structures sociales du Paléolithique. En effet, ce faible dimorphisme sexuel, de taille, et de puissance même musculaire entre les hommes et les femmes du Paléolithique, indique déjà deux choses. La première, c'est que les femmes avaient une activité physique à peu près équivalente à celle des hommes. Je ne dis pas que c'était les mêmes, je dis qu'elles étaient équivalentes. Et deuxièmement, les femmes et les hommes du Paléolithique avaient le même régime alimentaire. Ce qui n'est plus du tout vrai par la suite à partir du Néolithique, jusqu'à nos jours. Il est quasiment avéré que ce sont d'ailleurs les femmes qui principalement ramenaient la ressource alimentaire au travers de la cueillette et de la capture de petits gibiers, alors que les hommes se consacraient plutôt à la chasse au gros gibier. Et c'est très aléatoire, ce qu'on va trouver ou ce qu'on va pouvoir ramener. Le paléologisme prouve qu'il y avait déjà quand même une division sexuelle des tâches, si vous voulez, parce que par exemple, on constate des déformations d'hyperlatéralisation chez les hommes qu'on n'a pas chez les femmes. Donc c'est très probablement vrai, en tout cas pour ce qui concerne l'Europe, que les hommes se consacraient donc à la chasse au gros gibier avec les armes de jet, là, de lancer, le propulseur, alors que les femmes avaient des activités qui ne les amenaient pas à développer une telle hyperlatéralisation à droite ou à gauche. Mais ça n'exclut pas l'hypothèse que les femmes participaient à la chasse au gros gibier, par exemple, en tant que rabatteuses, etc. Elles ont une forme olympique, donc leurs activités physiques se limitaient certainement pas à la cueillette et à la capture de petits gibiers autour du foyer. En tous les cas, l'absence de déformation d'hyperlatéralisation chez les femmes indique que celles-ci avaient des activités polyvalentes, nécessitant une excellente coordination, dextérité, précision. Et donc en termes de division sexuelle du travail, si on part du principe que les femmes passaient plus de temps autour du foyer à pratiquer des activités polyvalentes, incluant entretenir le feu, fabriquer des pièges pour du petit gibier, aller à la cueillette, dépecer les animaux et tanner les peaux, fabriquer ou réparer des vêtements ou des objets de parure, parce que comme on l'a vu au Gravecien, ils passaient un temps considérable pour fabriquer des objets de parure hyper complexes. Je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour fabriquer la coiffe de la dame du Cavillon. Il y a quand même plus de chances que les premières inventions techniques aient été réalisées par des femmes que par des hommes. Idem, il y a de bonnes chances pour que la fabrication des outils à base de silex ait été réalisée principalement par des femmes, puisqu'en fin de compte, elles utilisaient un même outil dans des contextes beaucoup plus variés que les hommes. Ou alors, elles utilisaient tout simplement aussi plus d'outils. Du coup, quand c'est comme ça, généralement, il vaut mieux fabriquer ses propres outils parce que c'est toi qui t'en sers, donc tu sais exactement ce dont tu as besoin, ce qu'il doit faire. En tous les cas, on ne pourra jamais le vérifier, mais rien n'indique que ce travail de taille des silex était réalisé exclusivement par les hommes. Surtout que quand on se plonge dans l'histoire, notamment avec un petit ouvrage collectif du collectif Georgette Sand, Ni vu ni connu, on s'aperçoit quand même que c'est très récurrent, pour pas dire c'est un continuum, les inventions faites par des femmes qui sont appropriées par des hommes et on connaît même pas le nom de la véritable inventrice d'une technologie. Les femmes du Paléolithique maîtrisaient la contraception et elles savaient espacer les grossesses, probablement grâce à l'aménorrhée de lactation et peut-être à l'utilisation de plantes abortives. Elles avaient un enfant tous les 3-4 ans contre un par an au Néolithique. Alors là, j'ajoute une réflexion personnelle, parce que la contraception, malheureusement,
par les temps qui courent, hein, c'est exclusivement une affaire de femmes, hein, et je pense qu'on va tous être d'accord, hein, pour se dire que l'aménorrhée de lactation ou l'utilisation de plantes abortives, c'est un petit peu léger quand même comme méthode de contraception. Ce qui m'amène à postuler que aussi bien les hommes que les femmes coopéraient au contrôle des naissances et à la contraception. Pour renforcer cette hypothèse, je rappelle qu'on est en période glaciaire, hein, ça dure plus de 100 000 ans la période glaciaire, les plantes sont quand même rares, et voilà quoi, vu les contraintes et le style de vie, t'as quand même autre chose à faire de ton temps que de passer ton temps à avorter quoi, avec des plantes qui sont rares. Et si j'ai raison, mais cela implique que les sociétés du Paléolithique n'étaient pas des cultures du viol. Parce que sinon, ben, c'est un enfant par an, hein, comme au Néolithique. Et très longtemps après le Néolithique aussi, hein, jusqu'à ce qu'on invente très récemment des contraceptifs oraux pour les femmes à base d'hormones de synthèse, hein. Les rites funéraires du Paléolithique n'indiquent pas de traitement différentiel en fonction du sexe de la personne, hein, contrairement à ce qui se met en place à partir du Néolithique où les rites funéraires deviennent beaucoup plus diversifiés. Mais comme on l'a vu dans l'épisode 1, la diversification des rites funéraires ne porte pas d'emblée, à l'âge de fer, sur le sexe de l'individu, mais sur son statut social. L'étude attentive, hein, des gravures et peintures qu'on trouve dans certaines de ces grottes montre qu'ils avaient inventé le cinéma bien avant nous, hein, c'est-à-dire que c'était conçu comme des fresques vivantes, pouvant probablement s'animer avec la flamme d'une torche, etc., pour raconter en fait une histoire. Donc sont beaucoup représentés le gibier qui est chassé, mais également des Vénus, des femmes dans les différents stades de leur existence, hein, avec des caractères sexuels hypertrophiés pour symboliser le pouvoir, hein, de donner la vie. C'est pareil, hein, pour tout ce qui concerne les objets sculptés dans la pierre, qu'on a pu retrouver avec toutes ces fameuses Vénus que tout le monde connaît, avec des caractères sexuels féminins hypertrophiés qui ne correspondent pas, bien évidemment, aux femmes physiques de l'époque, hein, les obèses, il y en avait sûrement pas. Aujourd'hui, on fait l'hypothèse qu'il s'agissait probablement d'amulettes de fécondité, fabriquées peut-être par les femmes elles-mêmes, hein, pour favoriser le succès d'une grossesse, ou d'un accouchement. Par ailleurs, l'étude d'empreintes de pas, trouvées dans ces grottes, faites avec des pisteurs, amérindiens notamment, hein, parce que, voilà, ces populations-là ont encore, hein, cette compétence, hein, de pouvoir lire très exactement ce qui s'est passé juste avec des empreintes de pas. Donc il n'y a pas à discuter. Dans ces grottes-là où on a des peintures rupestres, et de l'art pariétal, hein, on trouve tout le monde, hein, hommes, femmes, enfants. Pour ce qui concerne les peintures elles-mêmes sur les parois, avec les empreintes de main et cetera, il y a un débat, parce qu'il y a certains chercheurs qui ont voulu démontrer que, les femmes ont apposé leurs, empreintes de main avec l'indice de Manning. Or l'indice de Manning, qui est le rapport entre la longueur de l'index et de l'annulaire, n'est vraiment pas un indicateur fiable, hein, pour déterminer le sexe d'un individu. Mais cependant, hein, sur la base de tous les autres éléments qu'on relève sur le Paléolithique, il n'y a aucune raison de penser que seuls les hommes sont les auteurs des arts rupestres. Encore moins quand, encore une fois, sur la base des connaissances de peuples qu'on a pu observer, notamment en Sibérie, on sait très bien que les chamans en Sibérie sont des femmes vierges, hein. Et cette question de la femme chamane guérisseuse est présente quand même sur tous les continents. Ce qui, encore une fois, n'est pas étonnant, puisque si ce sont les femmes au Paléolithique qui se chargent de la cueillette, ce sont elles aussi qui accumulent les connaissances concernant donc les plantes, l'herboristerie, etc. Donc, tout cela nous indique l'univers symbolique dans lequel cette humanité-là a vécu pendant plusieurs dizaines de millénaires, hein, parce que finalement, d'un site préhistorique à l'autre, il y a très peu de différence, alors que des dizaines de milliers d'années peuvent séparer finalement ces sites. Si on postule, hein, que ce qui est représenté dans l'art, hein, par l'humanité sont en réalité des totems, des vecteurs de puissance et de pouvoir, alors on peut en déduire que l'humanité du Paléolithique avait un espace symbolique orienté autour de deux axes: le gibier et l'activité de chasse qui leur procurait de la subsistance et donc une forme de puissance, et une autre forme de puissance émanait de la fécondité et du pouvoir reproducteur des femmes. À partir du Néolithique,
La représentation de la fécondité des femmes disparaît au profit de la représentation de guerriers avec des épées, et les scènes de gibier et de chasse continuent à se maintenir, enfin, jusqu'à par la suite. Je veux dire, au Moyen-Âge, tout ça, la Renaissance, hein, tous les rois, les nobles se faisaient peindre, n'est-ce pas, dans ce genre de mise en scène. Donc on pourrait presque dire qu'entre le Paléolithique et le Néolithique, on passe d'un univers symbolique bipolaire à un univers symbolique unipolaire, orienté uniquement autour de l'activité de prédation exercée par les hommes, aussi bien sur le gibier que sur sa propre espèce, en commençant par les femmes de sa propre espèce. Enfin, ce qui indique un système de représentation, notamment dans le rapport à la vie des sociétés paléolithiques, fort différent de ce qui se met en place par la suite et qui perdure, hein, d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est l'observation de sépultures riches, dédiées à des personnes manifestement affligées d'un handicap physique. L'interprétation aujourd'hui qu'on donne de ces sépultures, c'est que les personnes handicapées, loin d'être laissées sur le bord de la route en période glaciaire parce qu'ils auraient représenté un poids que le groupe n'aurait pas pu supporter, assumaient le rôle de chaman, de guérisseur ou de guérisseuse. Hein. Réfléchissez bien à ça, hein. Regardez la condition des personnes handicapées, même encore aujourd'hui, ou ce que ça pouvait être sur les siècles qui sont derrière nous, au Moyen Âge, etc. Donc, au vu de tous ces éléments, dont le point de départ est bien l'archéologie du genre et le fait de découvrir que pas mal de sépultures de cette période abritaient en réalité des femmes, fait qu'aujourd'hui, dans la communauté scientifique, il y a quand même un consensus autour du fait que les sociétés du Paléolithique supérieur, tout du moins, étaient beaucoup plus égalitaires et paritaires que les sociétés qui leur ont succédé à partir du Néolithique. Cependant, attention, hein, il ne s'agit pas d'un âge d'or, hein, parce que là, on va passer maintenant à l'étude des rites funéraires, qui nous réservent quand même quelques surprises, et qui font que aujourd'hui, on a beaucoup de mal à comprendre, en fin de compte, quel était le système de représentation de l'humanité du Paléolithique. Les recherches menées dans toute l'Europe, hein, notamment sur le Gravecien, au plus fort de la période glaciaire, au Paléolithique supérieur, notamment en Russie, sur le site de Sungir, montrent des sépultures multiples, donc qui contiennent plusieurs personnages jeunes, en bonne santé, et qui manifestement ont en fait été volontairement tués et donc sacrifiés. Les corps sont mis en scène et font l'objet d'un rite funéraire complexe. Ils sont parés, habillés, avec des offrandes. D'autre part, les grottes de Cussac en Dordogne et la grotte du Visage en Charente, datant toutes les deux du Gravecien, montrent un complexe de grottes sépulcrales où on retrouve des restes humains partiels, manifestement inhumés en deux temps, avec une alternance de restes humains et art pariétal sur les parois. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les rites funéraires et le rapport à la vie et à la mort étaient beaucoup plus complexes à l'époque qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Au Magdalénien, qui commence vers moins 19 000 ans, on commence à trouver vraiment des preuves manifestes d'une domination masculine violente, notamment dans une sépulture multiple en Silésie polonaise, hein, où femmes et enfants sont présents et ont été manifestement sacrifiés afin d'être consommés. Aussi bien Néandertal que Sapiens étaient cannibales. Il y a un débat au sein de la communauté scientifique pour savoir si ce cannibalisme est alimentaire ou revêt un caractère rituel, donc symbolique, entre guillemets spirituel, pour s'approprier la force vitale de la personne que l'on consomme. En tous les cas, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on pouvait être amené à pratiquer le sacrifice humain, puisque dans certains cas, on trouve des tombes avec des mises en scène, etc. Donc les individus n'ont pas été consommés, dans d'autres cas, ils le sont. Donc on ne peut faire qu'une multitude d'hypothèses. Il y a une hypothèse à laquelle j'ai pensé et qui, je pense, n'est pas vraiment explorée dans les milieux scientifiques. La principale ressource alimentaire, c'est la viande. Et même en période glaciaire, vous savez quoi, c'est super difficile, hein, de conserver de la viande. Les mouches, elles existent quand même, hein. Je ne sais pas si vous vous êtes intéressé à la question, hein, si vous avez été dans des délires survivalistes, etc. Je vous assure qu'à partir du moment où vous avez tué un gibier, il faut être très rapide, hein, pour fumer la viande, tout ça, avant que les mouches pondent, etc. L'idée
qui m'est venue, s'il y a un caractère rituel au cannibalisme qu'on a pu observer, c'est-à-dire qu'on voit des os humains qui ont été rongés, on voit les traces de dents sur les os, etc. Peut-être qu'il s'agissait de consommer les individus pour leur épargner l'outrage de la putréfaction. Donc peut-être que c'était aussi une manière de les honorer. Je sais pas, hypothèse, hein. On ne peut pas écarter, à mon sens, non plus, le sacrifice, dans un but purement alimentaire, hein. Je suis en tous les cas particulièrement critique, à des discours d'anthropologues masculins expliquant que oui, ça revêtait un aspect spirituel et rituel parce que, la valeur calorique, du corps humain est très faible, à l'exception des parties adipeuses telles que, le cerveau et la moelle, comparées à celles du gibier qu'on peut trouver à l'époque, hein, mammouth et cetera, donc ça ne pouvait pas avoir, un sens, purement alimentaire. Très franchement, quand tu es en période glaciaire et que tu commences à crever la dalle, tu pas une calculatrice pour calculer le nombre de calories de et cetera, hein. Je veux dire, le moindre truc que tu peux bouffer, tu le bouffes, hein. Il est évident qu'il y a qu'une personne pour qui, la faim est un concept intellectuel qui peut pondre ce genre d'arguments pseudo-scientifiques. Face à ce genre de truc, j'ai juste envie de dire à la personne: «Écoute, va faire un stage de survivalisme, dans le Grand Nord là et puis on en reparle». Bon, l'autre argument aussi qu'on peut, très vite démonter, hein. Ça devait être, quand même plus difficile de tuer, 6 humains qu'un mammouth. Je crois pas, tu rêves ou quoi garçon? Réfléchis bien. Moi je crois bien que même encore aujourd'hui, c'est vachement plus facile de buter 6 personnes que tu as sous la main dans ton clan, que d'aller chasser un mammouth ou je ne sais quoi, hein. Surtout si les victimes sont consentantes, hein, parce que ça fait partie des us et coutumes. Rappelons-le, à l'époque, nous sommes dans un âge glaciaire. Néandertal et sapiens sont des chasseurs-cueilleurs, ils se déplacent, donc si tu te retrouves coincé à un moment donné par les glaces et que tu n'as plus accès au gibier que tu as l'habitude de chasser, genre mammouth, etc., pour X raisons climatiques, hein, j'ai envie de dire 1 + 1 = 2, c'est QFD. Hein. On peut imaginer qu'en cas de nécessité, on sacrifie de manière privilégiée les femmes et les enfants, puis à un autre moment quand ça va mieux, hop, on va s'approprier des ventres à féconder dans un autre clan. On arrive donc au thème du très connu rapt de la fiancée. Et ce thème-là, d'ailleurs, hein, est encore très présent dans pas mal de sociétés agro-pastorales. Hein. Le rapt de la fiancée connaît une recrudescence en Asie, notamment au Kirghizistan. Donc vous imaginez bien que derrière chaque histoire de rapt, il y a une histoire de viol. Tout cela permet de relever les manipulations euphémisantes que l'on peut faire rien qu'avec le langage. Donc on trouve dans un tumulus la tombe d'une chef de clan celte, mais ça va être la tombe de la princesse de Vix. On parle du rapt de la fiancée, ce qui évoque un univers romantique, alors qu'il s'agit de l'appropriation par la force d'une femme dans le but de se reproduire. L'expression mariage forcé par enlèvement me paraît décrire de manière plus objective cette réalité. Bon, donc au paléolithique, c'est pas parce que les femmes physiquement étaient aussi bien bâties et peut-être d'une puissance physique équivalente aux hommes que tout était rose. Hein. Vous l'avez compris, la tradition, qui est souvent l'excuse brandie par ces messieurs pour justifier des pratiques ou maintenir des pratiques de domination violente hein, sur les femmes, sont des fables, hein, ni plus ni moins. Une fois qu'on a bien compris comment fonctionne la chose, c'est-à-dire que ce sont les dominants qui contrôlent le récit, on peut inventer une fable en très peu de temps, surtout avec aujourd'hui Internet et les réseaux sociaux. C'est extrêmement facile, je pense en moins d'un an, de faire croire à toute une population à une histoire passée totalement factice et irréelle. Hein, voilà, on est toujours dans le truc. Répéter un mensonge 1000 fois, il finit par devenir une vérité, etc. Et par ailleurs, de toute façon, l'espèce humaine globalement est peu encline à chercher la vérité. C'est tellement plus confortable et rassurant de rester dans le mensonge. Bon, comme on l'a vu, la préhistoire s'étend sur des centaines de millénaires. Donc on ne peut de toute manière pas imaginer qu'il y avait une seule organisation sociale qui fonctionnait de la même manière partout. On peut juste tracer des grandes lignes de l'univers symbolique. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ne serait-ce qu'au niveau de l'art pariétal, hein, qui se maintient à l'identique sur plusieurs millénaires, voire même plusieurs dizaines de millénaires, semble indiquer qu'il y avait quand même un système symbolique stable et partagé
parce que ces grottes-là, on imagine qu'en fait c'était des points de rassemblement de plusieurs groupes humains, probablement pour pratiquer des rituels, certainement aussi échanger des partenaires sexuels. L'ADN nous indique qu'il y avait une exogamie qui concernait principalement les femmes, c'est-à-dire qu'à l'occasion de ces rassemblements, c'était plutôt les filles qui quittaient leur groupe d'origine pour rejoindre un autre groupe. Rien n'indique que les filles étaient traînées par les cheveux de force, arrachées à leur clan pour rejoindre un autre clan. On n'en sait rien. Si on regarde par exemple les cérémonies qu'organisent les Maasai pour échanger des partenaires sexuels, ils se regroupent tous à une date donnée et puis les hommes se mettent en ligne en rang, ils dansent et c'est eux en fin de compte qui font la parade pour attirer une nouvelle partenaire sexuelle. Et en fin de compte, c'est plutôt les femmes qui choisissent. Alors peut-être que c'était ça qui se passait au Paléolithique aussi. Parce que bon, le rapt de la fiancée, c'est bien gentil, mais c'est quand même une expédition, encore une fois, fort coûteuse, hein. Il faut engager beaucoup de moyens, les chances de succès ne sont pas assurées et par contre, tu es presque certain aussi d'avoir des pertes humaines. Et comme on le verra dans l'épisode suivant qui va porter sur le néolithique, au Paléolithique en pleine période glaciaire, la vie avait quand même une toute autre valeur, hein, que par la suite au néolithique, hein. Surtout que, rappelons-le, l'humanité au Paléolithique ne fait qu'un enfant tous les 3 ou 4 ans. Donc tu réfléchis à 2 fois quand même, avant d'aller pratiquer un rapt, de la fiancée à un clan voisin, je pense. En tout cas, l'organisation sociale, hein, qui consiste à se regrouper, par exemple, au changement de saison pour échanger des informations sur le climat, sur le gibier et échanger des partenaires sexuels, c'est quand même beaucoup plus économique, hein. Et comme on l'a vu, tout au long de cette vidéo, l'humanité du Paléolithique, était tout ce qu'on veut, sauf stupide. On va dire que la stupidité, c'est un luxe qui pouvait pas trop se payer. Quoi qu'il en soit, sur des périodes aussi longues, on ne peut pas prétendre qu'il y avait une uniformité de la condition féminine. Cette condition féminine plus favorable au sud qu'au nord, au Paléolithique supérieur, s'inverse à partir du Néolithique, hein, où la condition féminine sera plus favorisée au nord qu'au sud, et pour autant qu'on puisse l'observer, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est très certainement à relier au fait qu'au Néolithique, la population humaine présente en Europe va disparaître en fait au profit d'une migration de peuples qui viennent de Mésopotamie à la faveur du réchauffement climatique. Donc ils viennent du sud, hein, ceux qui vont se sédentariser en Europe et dégager les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. La conclusion, elle est simple. La correction des erreurs d'attribution sexuelle de sépultures du Paléolithique permet d'affirmer que la domination masculine n'est pas inscrite dans le génome humain, n'est pas inscrite dans la biologie et n'est donc pas de l'ordre du naturel. Comme vu dans l'épisode 1, quant à la diversification des rites funéraires qui se met en place à partir de l'âge du fer, hein, tout d'abord sur la base du statut social et non pas sur le sexe, cette domination met des millénaires à se mettre en place, à se renforcer, à se justifier, à se légitimer et à finir par faire croire à tout le monde que ça a toujours été ainsi. Comme l'a prouvé cette vidéo, les femmes du Paléolithique pouvaient à la fois chasser, mettre au monde, éduquer, faire de la cueillette et développer des connaissances dans l'art de guérir par les plantes. La question, c'est plutôt la transition entre finalement une humanité polyvalente et une humanité hyper spécialisée. Et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine vidéo, qui sera consacrée au néolithique et à la question de savoir si les changements que l'on observe au néolithique relèvent réellement d'une évolution ou d'un progrès pour l'espèce humaine, hein. Il faut vraiment bien poser la question, quel est le rapport coût-bénéfice pour l'espèce humaine, et pas que pour l'espèce humaine d'ailleurs, ultimement, d'une telle, guillemets, évolution.